Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Johan Demolly. Actuellement, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. J'en dirige le département de sociologie et de géographie plus précisément. On avait écrit un petit texte qui s'appelle Boarding Class, la démocratisation du transport aérien en question, depuis 45 ans en France et en Europe. Alors, pour vous dresser un petit peu mes centres d'intérêt, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mobilités. Je suis sociologue des mobilités. Et je suis plutôt ce qu'on appelle un sociologue quantitatif, c'est-à-dire que je m'intéresse à des grandes enquêtes de l'INSEE que j'essaye d'analyser avec des angles originaux. Alors, j'ai arrêté le volant pour prendre l'avion. Alors, on a fait avec un collègue un petit bouquin qui s'appelle Sociologie de l'automobile. Alors voilà, tout à l'heure, j'entendais dire que la conversion écologique, elle est systémique. Bien, l'automobile, évidemment, fait partie de cette conversion. Le chemin de fer aussi, mais on pourra en discuter si vous voulez. J'ai préparé quelques backup slides sur les déplacements à longue distance et les différents modes de transport à la suite. Alors, pour le dire rapidement, je vais commencer par une anecdote. J'étais à la Direction générale de l'aviation civile il y a 5 ans pour négocier des données. La Direction de l'aviation civile fait passer une enquête, l'enquête des passagers aériens, tous les ans, et j'avais envie que l'on me donne ces fameuses données, ces belles données. Et je rencontre un chef de bureau de la DGAC et qui me dit, dans l'ascenseur de la DGAC d'ailleurs, il me dit « Aujourd'hui, même ma boulangère part en Thaïlande ». Alors, cette petite phrase m'a fait sourire parce que c'était exactement le point de vue inverse que j'étais venu lui vendre. J'étais venu lui dire « J'ai envie d'explorer vos données pour essayer de discuter cette idée reçue selon laquelle tout le monde aujourd'hui prend l'avion ». Bon, vous avez bien vu que notre entretien a été un petit peu mal barré. Ça s'est pas si mal passé que ça, mais j'ai toujours pas eu les données. On les attend, mais tout du moins, j'ai pu travailler avec d'autres types de données qui ont leurs limites. On en discutera bien volontiers. Alors voilà. En fait, Jeanne et moi, on était un peu agacés par ce discours où on nous disait aujourd'hui, tout le monde peut prendre l'avion. On s'est dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est si vrai que ça en a l'air ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être d'une rhétorique des compagnies low cost pour faire passer d'autres poissons, des conditions de travail médiocres, des conditions de transport qui le sont au moins tout autant ? Bref, on avait envie de s'interroger. J'avais un prof de sociologie qui me disait une bonne question en sociologie, c'est celle qui remet en place les idées reçues, et c'est une question à laquelle on n'arrive pas à répondre tout de suite. J'arrivais pas à répondre tout de suite à cette question. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des données, et puis on a essayé de les mouliner dans nos logiciels statistiques, et on a essayé de répondre à cette question. Y a-t-il une démocratisation dans le transport aérien ? Et si oui, de quoi cette démocratisation est-elle le nom ? C'était vraiment nos grandes questions de recherche. Alors, on va... Vous allez devoir m'écouter 40 minutes environ, et puis ensuite on pourra échanger ensemble. Alors d'abord, une grosse introduction pour montrer qu'on a plein de bonnes raisons de penser qu'il y a une banalisation. Alors voilà, j'utilise des termes un peu synonymes, une banalisation du transport aérien. Alors d'abord, il y a une très forte croissance. Ce sont des chiffres qui sont assez vertigineux. On a 1,8 milliard de passagers en 70, 20 milliards en 2014. Donc on a vraiment une croissance qui est quasi continue tout au long de la période. Alors certes, cette croissance elle est élevée, mais on peut montrer qu'elle est ralentie en réalité, et puis aussi que cette croissance elle est assez hétérogène. Alors là c'est la courbe de l'évolution du nombre de passagers aériens depuis les années 70 dans le monde. C'est des statistiques qui sont liées à l'Organisation de l'aviation civile internationale, donc en quelque sorte le contrepoint de la DGAC, mais au niveau mondial. Donc on voit que la croissance elle est quasi continue, avec quelques petits moments de stagnation, les chocs pétroliers, les attentats du 11 septembre, la crise de 2007-2008, les subprimes, et puis si on allait un peu plus loin, on aurait évidemment la crise sanitaire et sociale du Covid. Alors, cela dit, cette croissance, elle semble très forte, mais quand on regarde son rythme décennal, elle n'est pas si élevée. Alors, il y a 3 barres pour chaque date. La première c'est la croissance du PIB. Le gris foncé, il s'agit cette fois-ci du fret, des passagers aériens, et en gris clair, du fret. Voilà, c'est à chaque fois des taux de croissance. Alors, ce qu'on voit, c'est assez classique, c'est que le transport aérien est procyclique, c'est-à-dire qu'il est encore plus fort que le cycle
que ce qu'est le cycle. Donc les croissances sont très fortes. Mais ce qu'on voit, hein, c'est que ces croissances, elles sont de plus en plus faibles, malgré tout. Autrement dit, s'il y a eu une massification du transport aérien, elle a en quelque sorte eu lieu depuis déjà un petit moment. C'était un petit peu ça aussi ce qu'on voulait préciser avec ces données très macro. C'est des données très macroéconomiques. Alors bien sûr, le contexte du transport aérien a été fortement renouvelé. Et nous, une de nos questions de recherche, c'était aussi dans quelle mesure les changements de l'offre vont impliquer des changements de la demande. Dans quelle mesure cette libéralisation du transport aérien, qui a lieu depuis la fin des années 80 pour les pays de l'Union européenne, va avoir un effet fort ou non sur les passagers. Alors, on pourra y revenir si vous voulez, mais aujourd'hui, on est dans un système assez libéralisé, même si on a des compagnies nationales qui demeurent extrêmement fortes. Dans le contexte, on a aussi le développement des low cost. Alors, les low cost, il y a vraiment un spécialiste qui s'appelle Frédéric de Brusquès, qui est un géographe belge. Je vous invite à le lire si jamais vous avez envie. Il a écrit un très très bel article sur pourquoi les avions ne prennent-ils pas la route la plus courte. Et il essaye à la fois de quantifier le phénomène et d'en donner une gamme d'explications. C'est un joli petit papier en 8 pages en anglais dans une revue académique en géographie. Alors, il a beaucoup parlé, Frédéric de Brusquès, entre autres, du transport low cost, et puis c'est effectivement c'est tout cet ensemble-là d'éléments qu'on retrouve dans d'autres types de transports low cost. La semaine dernière, j'étais aux Assises de l'aviation à Toulouse. J'y suis allé évidemment en train et en Ouigo, en low cost Ouigo. Eh bien, il y a effectivement pas mal de choses qui reviennent. Alors, on n'a pas des durées courtes, évidemment. Par exemple, on n'a pas nécessairement de prise électrique dans le train et il n'y a pas de voiture-bar. Ce qui est un peu dommage. Même le matin. Alors, quels sont les enjeux? Alors, généralement, les sociologues, ils discutent avec les sociologues, et c'est peut-être un peu dommage, mais parfois, on sort de notre tanière le samedi, et puis on discute avec tout le monde. Et en l'occurrence, il y a pas mal de sociologues qui discutent du transport aérien. Peut-être que c'est des noms que vous connaissez. C'est aussi des intellectuels qui signent des papiers dans des pays voisins, que ce soit Zygmunt Bauman, Ulrich Beck ou John Urry. Et tous, ils nous disent que la société moderne est une société de mobilité forte et pour tout le monde. Bauman nous dit aujourd'hui, tout le monde bouge. Beaucoup d'entre nous bougent, changeant de maison, allant de lieu en lieu qui ne sont pas forcément notre maison ou notre travail, etc. Beck, il va encore plus loin, il nous dit que les réseaux sociaux cosmopolites ne sont plus l'apanage d'une petite classe privilégiée. Il dit aujourd'hui, tout le monde peut voyager. Urry, qui est décédé il y a peu de temps, John Urry, qui était un grand sociologue de la mobilité. Là encore, il dit les sociétés modernes sont des sociétés qui bougent, et en l'occurrence, tout le monde bougerait. Alors ça, avec Jeanne Subtil, on n'était pas tout à fait convaincus, et puis on voulait essayer de challenger un peu cette idée. Alors il y en a d'autres qui disent qu'il reste une forme de stratification, c'est-à-dire que les pratiques de transport, elles ne sont pas les mêmes selon sa position dans l'espace social. D'autres nous disent que finalement, il n'y a rien de plus ségrégé qu'un aéroport. Un aéroport, il y a des fils pour les business, il y a des fils pour les first, il y a des fils pour les passagers nationaux, pour les passagers continentaux, etc. Des fils pour les passagers domestiques, etc. De telle sorte que, loin d'être cette porte sur le monde, c'est plutôt des lieux de tri, des lieux où la frontière s'incarne peut-être le plus fortement dans l'espace moderne. Voilà, un autre collègue très, très sympathique par ailleurs, Jean-Baptiste Frétigny. Je vous invite à jeter un œil à ce qu'il a fait. Il est allé à Roissy-Charles de Gaulle et à Orly, et puis il a regardé ce que les gens faisaient dans l'aéroport. Et vraiment, il a compté, il les décrivait, il a fait une sorte d'anthropologie des passagers de l'aéroport. C'est assez amusant, assez stimulant, et puis il nous montre que oui, il y a des formes de stratification sociale très fortes dans les aéroports, qui alors évidemment entre les salariés et les non-salariés, parce que, comme le dit Boltanski, pour être mobile, il faut beaucoup d'immobiles. Pour assurer la mobilité de quelques-uns, il faut beaucoup de gens immobiles. Il faut des gens qui trient vos bagages, il faut des gens qui soient au PIF, là, au poste d'inspection filtrage, il faut de la police aux frontières, il faut des douaniers, etc. Tant d'individus qui, eux, ne bougent pas ou peu, uniquement en mobilité quotidienne. Alors,
En commençant ce travail, on s'est dit il y a plein de bonnes raisons, parce qu'en fait, si il y a des idées reçues, c'est aussi parce qu'elles ont certainement des bonnes raisons d'exister. Et en l'occurrence, on a essayé de lister ces bonnes raisons. Le trafic aérien, on l'a vu, on passe de 1,4 milliard à 20 milliards. On ne peut pas nier qu'il y a une croissance. Il y a une hausse de la taille des avions. C'est encore plus fort même que la hausse de la taille des voitures. Moi qui suis spécialiste d'automobile, ça m'étonne toujours de voir que les voitures avant elles pesaient 600 ou 700 kilos et qu'aujourd'hui même une citadine elle pèse plus d'une tonne. Il y a une multiplication des aéroports et des liaisons. Il y a des hubs. Un hub, c'est assez impressionnant hein, quand on voit l'aéroport de Dubaï en vue aérienne. On a l'impression vraiment de gigantisme. Il y a les low cost aussi, hein, qui nous donnent l'impression, low cost, ça rappelle la grande distribution low cost. Et cette grande distribution low cost, à qui elle s'adresse sinon aux classes populaires. Donc on a l'impression que même les mots sont là pour nous dire que oui, il y a une forme de démocratisation. Les clientèles sont de plus en plus segmentées. Si elles sont de plus segmentées, ça veut dire qu'on accueille de plus en plus de monde. Hein, ce serait un petit peu ça, cette idée. Le voyage en avion, il est finalement de plus en plus expérimenté. Des personnels navigants nous disent par exemple que les sacs, comment dire ça élégamment, les sacs d'aisance hein, dans les petites pochettes pour vomir sont de moins en moins utilisés, par exemple, dans les avions, comme si finalement le fait d'expérimenter l'avion de façon un peu globale, généralisée, nous rendait moins malades. Au tout début du train, il y avait aussi beaucoup de gens qui se trouvaient malades dans les trains. C'est assez classique dans ces premiers moments de diffusion de la vitesse. Bref. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez classique. En général, quand on entend une rhétorique qui articule banalisation, accès aux classes populaires, et on a aussi de l'encombrement. Quand la voiture a commencé à être fortement diffusée, aujourd'hui il y a plus de 80% des ménages qui ont au moins une voiture, eh bien, quand enfin il y a eu cette diffusion sociale, que se passe-t-il ? Eh bien, on dit qu'il y a trop de voitures. On dit finalement, comme si, dès lors que certaines populations y accédaient, eh bien, c'était trop. Hein. C'était mieux avant, quoi, quand on était dans l'entre-soi. Et cet élément-là, on le retrouve beaucoup, effectivement, pour l'aviation. Quand on écoute des PNC, hein, des personnels navigants commerciaux, ils nous disent c'est vrai que c'est plus les mêmes populations qu'avant, c'est de plus en plus difficile. Si vous avez vu, American Airlines a privé sa classe économie de boissons alcoolisées assez récemment parce que ses passagers ne savaient plus se tenir. Et évidemment, on fait toujours un lien entre les classes dangereuses et les classes populaires. Donc alors voilà tant d'éléments qui nous auraient amenés à penser qu'il y avait une banalisation du transport aérien. La segmentation, alors on pourra, si vous voulez, rediscuter de ces segmentations. Ça, c'est une idée classique. Il y a des sociologues, il y a des gens qui vous disent s'il y a de la classe affaires, s'il y a de la première classe, s'il y a de l'aviation privée, c'est que même les pauvres, finalement, ils peuvent voyager en économie ou en low cost. Alors pourtant, quand on regarde un peu plus précisément, l'aviation civile propose aujourd'hui des tarifs qui sont beaucoup plus épars qu'hier. C'est-à-dire que le prix entre le prix d'un billet en économie et en first était beaucoup moins différent qu'aujourd'hui entre un éco et un first. Bon, on pourrait y revenir si vous voulez, mais là, en fait, c'est pour aussi amener cette idée de polarisation. Hein, on verra comment cette démocratisation, finalement, cache des formes de polarisation. Alors, évidemment, tout est transformé en dollars déflatés. Hein, donc, c'est des dollars d'aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait d'aujourd'hui, de 2008. Alors, sur quelles données on se base ? Alors, vous verrez que c'est un petit peu là où le bas blesse. Alors, on a à la fois des données de ce qu'on appelle l'Eurobaromètre. L'Union européenne fait quand même des choses chouettes, et en l'occurrence, ils font des chouettes enquêtes. Ils font des chouettes enquêtes où, en l'occurrence, on a une enquête où on pose une question, hein, parmi 120 questions, hein, mais est-ce que vous avez pris l'avion au cours de l'année précédente ? Donc, on a pris cette enquête. Et puis, on a pris aussi des jolies enquêtes françaises qui s'appellent les enquêtes nationales transport, qui ont le bon goût de remonter jusque dans les années 70, et qui ont le mauvais goût, par contre, d'être très peu fréquentes. Ces enquêtes, elles ont lieu tous les 13 ou 14 ans. Et j'aurai bientôt la nouvelle enquête nationale transport qui a eu lieu en 2018-2019. Donc j'aurai bientôt les données pour actualiser ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc c'est des données de l'INSEE en population générale. Voilà, donc on a des chiffres qui sont à la fois cohérents et pertinents, hein, qui sont normalement sérieux. Alors voilà, aujourd'hui, prendre l'avion,
révèle essentiellement deux choses. D'abord, un usage très contrasté, et puis je voulais montrer quelles étaient les variables, hein, les déterminants du voyage en avion aujourd'hui et comment ça a bougé depuis les années 70 dans 5 pays. Alors, à chaque fois, je vais vous parler de deux indicateurs de démocratisation, parce qu'on a besoin d'indicateurs pour mesurer tout ça. Il y a un indicateur, on va regarder la composition des passagers aériens. C'est-à-dire qu'on va prendre les avions et on va compter dans les avions, on va faire des pourcentages. Sur 100 passagers, il y a 50 femmes, il y a 30 personnes qui gagnent moins de 2000 euros, etc. Donc ça, c'est la composition. Et on va aussi regarder les chances d'accès. Là, c'est sur tous les Français, combien sont susceptibles d'avoir pris l'avion au cours de l'année précédente. Voilà, donc deux indicateurs de démocratisation. On le fait souvent en sociologie de l'éducation, où on regarde, par exemple, sur 100 bacheliers de la série scientifique, quand ça existait, combien sont issus des ouvriers, des cadres, etc. Et on peut prendre le problème inverse. Sur 100 enfants de cadres, combien vont devenir bacheliers scientifiques. Voilà. Chance d'accès et composition, deux indicateurs différents, mais qui nous renseignent sur la démocratisation. Alors, une première réponse dans cet usage contrasté là on a regardé une vingtaine de pays européens. Si on appelle démocratiser une pratique qui se fait par plus de 50% des Français, on en est loin. La France, j'aurais dû la mettre en gras ou j'aurais dû encadrer. La France est juste ici. On est à un peu moins de 25% en 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2014, il y a un quart des Français qui ont pris au moins une fois l'avion au cours de l'année précédente. Alors vous voyez qu'il y a des pays qui sont bien plus hauts hein, dans leur recours à l'avion. La Suède, le Luxembourg, l'Irlande du Nord. Alors avec Jeanne, on s'était amusé à essayer de comprendre quels sont les déterminants nationaux du recours à l'avion. On peut l'imaginer, l'insularité, le fait d'être une île, le niveau de vie, le nombre de pays limitrophes, le climat aussi, parce que quand on voyage pour loisir, on voyage un peu loin des climats nordiques. Dans ce sens-là, tout du moins. Donc, pour le dire vite, banalisation, peut-être plus que démocratisation. Banalisation, c'est un peu plus fréquent. On verra d'ailleurs à peu près à combien ça s'élevait dans les années 70. Voilà, pour un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a 25%. Alors, j'écoutais des sondeurs qui avaient d'autres pratiques. Alors, les sondeurs, ils travaillent plutôt avec des échantillons de 1000 personnes. L'INSEE travaille avec des échantillons de 10 000 personnes, 10 à 12 000 personnes. Et par ailleurs, les sondeurs, ils font un truc assez vilain, c'est qu'ils mettent les retraités dans un gros bloc. Comme si un professeur d'université à la retraite, c'était pareil qu'un manutentionnaire de chez PSA, ce qu'on peut imaginer de façon assez rapide que non. Bref. Alors, là, je vous ai fait un petit topo sur les pays, et maintenant, on va regarder même les variations intra-pays, au sein même du pays. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous ai mis 5 pays. J'avais présenté un jour ça en Grande-Bretagne, c'est pour ça que j'avais mis nos amis britanniques en premier. Il n'y avait pas encore le Brexit, je crois, à l'époque. Alors, on essayait de les caresser dans le sens du poil. Alors, vous voyez, on a regardé par âge. Là, on est toujours dans le taux de recours, hein, chance sociale, taux de recours. Sur 100 personnes entre 15 et 29 ans en France, 31 ont pris l'avion. Donc, on remarque à peu près dans tous les pays un effet d'âge. Alors, on va les appeler plutôt effet d'âge que des générations, on pourra y revenir si vous le souhaitez. À peu près dans tous les pays, sauf en Grèce, hein, où le climat économique n'était, pour le dire par euphémisme, pas tout à fait rose. On a toujours un effet très fort du capital culturel, c'est-à-dire du niveau de diplôme, qui cache bien sûr un des niveaux de revenus, on y reviendra. Et puis, on a des différentiels hommes-femmes qui sont un peu moins vrais dans mes enquêtes INSEE. Là, c'est l'enquête de l'Union européenne, mais il y a un plus petit échantillon. Alors voilà pour ce petit topo à l'échelle de l'Union européenne, hein, voilà où on en est dans l'Union européenne. J'avais envie de faire un focus sur le point, sur le cas français. Alors d'abord, qui sont les passagers aériens? Là, on monte dans les Airbus, dans les Boeing, et puis on va compter les gens, en quelque sorte. Hein, c'est un peu ce qu'on fait. Alors, pour le dire vite, les résultats sont les 4 suivants. On voit tout d'abord une forte féminisation des passagers en avion. On voit aussi un vieillissement des voyageurs, ce qui est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a vu précédemment et à ce dont on a l'impression. On a une très forte stabilité des niveaux de revenus des passagers et corrélativement hein, une très forte stabilité de la composition en termes de catégories socio-professionnelles.
Alors c'est un gros tableau, mais on ne va pas tout lire. Alors il y a 3 colonnes, une pour chaque date d'enquête. Et en fait, l'idée, c'est de comparer très rapidement les colonnes pour montrer des formes de stabilité. Alors, que sont ces niveaux de revenus? Alors, par exemple, P0, P10, ça désigne les 10% des Français les moins riches. Les 10% des Français les moins riches, aujourd'hui, ça veut dire 800 € par mois et par tête. Et là, j'ai mis le dernier centile, c'est-à-dire les 1% des Français les plus riches. Un peu plus de 8 000 € par tête, aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors vous imaginez que les 10% des Français les plus riches, ils représentent 10% des Français. Et il faut comparer cette part de 10% à la part qu'ils représentent au sein des avions. En fait, ce qui est intéressant de voir dans ce graphique, c'est à partir de quand on dépasse le 10. Et les gens qui dépassent le 10, c'est des gens qui sont surreprésentés dans les avions. Donc effectivement, on dépasse le 10 à quel niveau? Eh bien, pour ce qu'on appelle les 3 derniers déciles, c'est-à-dire les 30% des Français les plus riches. Là encore, il y a sûrement une méprise sur ce qu'on appelle classe moyenne. La classe moyenne, alors aujourd'hui, comme on n'a plus l'impression de faire partie des classes populaires, comme les gens rechignent à dire aussi qu'ils sont de l'élite, les classes moyennes, c'est un peu tout, sauf les pauvres et puis les très riches, quoi. Alors que les classes moyennes, Piketty, lui, il les définit là. Il les définit entre le 3e et le 7e décile, ce qui n'est pas une mauvaise idée. En tout cas, si on le définit comme Piketty, ce qui n'est pas une mauvaise référence, ma foi, on voit bien que qui prend l'avion, ce n'est pas du tout les classes moyennes. Hein. C'est les 30% des Français les plus riches. Et enfin, quand on regarde le dernier centile, par définition, il devrait représenter 1% des gens dans les avions. Eh bien, ils en représentent en fait 5 fois plus, 4 fois plus, 3 fois plus. Donc voilà, c'est plutôt une très forte surreprésentation de ce centile. De la même façon, les cadres, ils représentaient 20% des passagers en avion, 22, 25%, même si, entre-temps, la structure socio-professionnelle française a changé et qu'il y a de plus en plus de cadres. Alors, si on regarde maintenant, non pas en termes de composition, mais en termes de chances d'accès, eh bien, là, voilà des chiffres qui sont très clairs. C'est, en blanc, on a la part des Français qui ont pris l'avion au cours de l'année précédente. Donc 5% en 1970, 17% en 1993 et 22% en 2008. Autrement dit, le pas important était déjà fait entre 1974 et 1993. L'arrivée des compagnies low cost va certes augmenter, mais en quelque sorte à la marge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Eurobaromètre, c'est une enquête de 2014. Donc en 2014, si on devait rajouter une barre, ce que je n'ai pas fait parce que ce n'est pas les mêmes données, donc je ne voulais pas aller trop vite, on serait à 25%, 24,8% pour être extrêmement précis. Voilà, donc ça reste quand même quelque chose qui est rare, parce que 25%, c'est effectivement qu'un quart des gens. C'est pas tant que ça. Je rappelle que 82% des ménages en France ont au moins une voiture. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. On peut regarder par tranche d'âge. Qu'est-ce qui se passe par tranche d'âge? Eh bien, on voit effectivement une forme de translation. On a eu une augmentation. Ça augmente beaucoup, effectivement, pour nos jeunes gens. Plus on est à gauche, plus on est jeune. Et puis, à droite, on a les 70 ans et plus. Voilà, mais vous voyez que ces taux de recours, ils ne sont pas aussi liés à l'âge qu'on le pense. Il n'y a pas quand même des sauts quantitatifs là, dans les 25, dans les 15-29 ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, en termes de niveau de revenu, c'est aussi flagrant. On a ordonné les quantiles ici, donc les déciles et les derniers centiles. Ici, ça veut dire que 40% des gens qui gagnaient au moins 8 000 € par mois ont pris l'avion en 1974. Aujourd'hui, ils sont 2/3. En 1993, ils étaient 2/3. Voilà. Donc on voit qu'il y a en quelque sorte une petite augmentation pour les classes de revenus plus basses, mais que sinon les ordres de grandeur demeurent les mêmes. En général, on va parler de démocratisation qualitative lorsque les écarts vont diminuer entre les classes les moins favorisées et les classes les plus favorisées. Alors là, on a une mince démocratisation qualitative. Elle est assez mince, parce qu'en tout cas, les chances pour les mieux rémunérés ne changent que peu. Bon, et puis, ce graphe est un peu redondant, là, c'est pour les catégories socio-professionnelles. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est des formes d'homothétie, de déplacement avec des augmentations, mais pas de changement des ordres de grandeur, ni des hiérarchies.
Bon, avec la collègue, on s'est amusé à faire des modèles un peu plus compliqués statistiques pour essayer de voir, toutes choses égales par ailleurs, ce que fait chaque variable sur la probabilité de prendre l'avion. Parce qu'on peut bien penser qu'il y a des liens. Plus vous êtes diplômé, plus vous avez du revenu, en moyenne. Hein, plus vous avez... Donc nous, on a essayé de regarder un peu ce qui restait dans ces effets. Et en l'occurrence, on a vu aussi un effet de la nationalité dont on pourra discuter tout à l'heure. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on voit donc bien que cette massification du transport aérien n'est pas purement une démocratisation qualitative, on pourrait peut-être plutôt dire quantitative. Hein. Les écarts restent, même si l'accès augmente un peu pour tout le monde. Et là, il s'agissait de voir un petit peu plus ce que faisaient les gens quand ils voyageaient. Pourquoi ils voyageaient, pour le dire vite, où est-ce qu'ils voyagent. Et ça va nous permettre d'éclairer le paradoxe, parce que je vous ai quand même dit au début qu'il y avait 1 milliard de voyageurs, aujourd'hui on a 20 milliards, mais où sont-ils passés, hein, si on passe uniquement de 5 à 17 et 22%, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a mobilisé ce concept de démocratisation ségrégative qui permet d'expliquer ce paradoxe. Alors, la démocratisation ségrégative, ça a été utilisé pour les filières du bac. En fait, aujourd'hui, certes, de plus en plus d'enfants, quelle que soit leur origine, ont le bac, mais ils ont des bacs qui ont des valeurs, des rendements différenciés dans l'enseignement supérieur. C'est pas du tout pareil d'entrer en fac de médecine avec un bac STMG, ST2S, qu'avec un bac S avec option SVT, pour le dire vite. Autrement dit, la massification a été portée par des pratiques qui sont de plus en plus ségrégées, de plus en plus différenciées. Voilà, ce qui permet vraiment de nuancer ce phénomène de massification du transport aérien. Alors, les voyages. Alors là encore, on prend toutes les dates d'enquête et on regarde où on part. Et on regarde pourquoi on part. Là, le motif est-il professionnel, le motif est-il privé? Alors c'est quelque chose de classique dans l'histoire des transports. Il y a deux facteurs un peu structurels dans l'histoire des transports. Le premier, c'est que les transports sont historiquement d'abord du progrès militaire qui s'incorpore plus tard dans la société civile. Le tank, par exemple, la Jeep, c'est aussi ce qui a fait qu'on était de plus en plus motorisé en tant que citoyen, hein, lambda, civil, dans le monde civil, avec la voiture. Eh bien, de la même façon, ce qui s'est passé pour le transport aérien, c'est qu'on a aussi eu beaucoup de commandes militaires hein, pour faire des flottes militaires. Et ensuite, on a eu un appareil qui a permis de construire des flottes civiles. Ça, c'est la première structure. La deuxième structure, c'est que globalement, on a toujours un usage d'abord professionnel, d'abord orienté vers le pro, et ensuite ça va se diffuser vers le loisir. En réalité, quand on regarde qui avait des voitures en France dans les années 30, eh bien, c'est des artisans, des commerçants, c'est des professions libérales. Donc, autrement dit, la voiture est essentiellement là pour le travail et pour des catégories sociales plutôt élitistes du côté des professions libérales. Et puis, petit à petit, ça va se diffuser et on va avoir un usage privé, de loisirs, des véhicules. Ben pour l'aviation, c'est pareil. En fait, ce qui se passe dans cette démocratisation, enfin dans cette massification du transport aérien, c'est qu'on a une universalisation du transport aérien comme loisir. Voilà, on a vraiment de plus en plus de gens qui vont prendre l'avion pour loisir. Le loisir, c'est le gris foncé, et on voit bien que pour toutes les catégories sociales, hein, ce gris-là devient de plus en plus important. Alors, je voulais afficher ce graphique, parce que la semaine dernière, en discutant aux Assises de Toulouse, il y avait des propositions qui disaient qu'il faudrait peut-être ne laisser que les gens qui y vont pour le boulot, hein, pour des motifs sérieux, prendre l'avion. Mais on voit bien que d'un point de vue de l'équité sociale, et pas uniquement de l'équité environnementale, hein, quand on essaye d'articuler les deux, eh bien, priver de voyages professionnels les uns, ça les revient à les priver entièrement de recours à l'avion. Donc, c'était aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Ensuite, contrairement à une idée reçue encore, prendre l'avion, c'est essentiellement pour aller en France. Et ça, c'est vrai depuis les années 70. Alors, France, y compris Dôme, y compris Corse. Alors, là, on a ici la France, puis l'Europe, puis l'Afrique, puis l'Amérique et l'Asie. Le long courrier n'est jamais qu'une marge, hein, en réalité, dans le recours au transport aérien, même s'il a un rôle important hein, dans le budget carbone des déplacements. Voilà, parce que c'est quelque chose d'assez classique et connu. Et alors, au terme de ce voyage, si vous me permettez la métaphore, finalement, il s'agit de montrer que ce qui se passe depuis 40 ans,
c'est plutôt une multiplication des voyages qu'une multiplication des voyageurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a moins de nouvelles personnes qui prennent l'avion, alors il y en a, hein, évidemment, mais que ceux qui le prenaient déjà le prennent encore davantage. Alors ces temps-ci, je voue une fascination morbide pour un site qui s'appelle Flight Report. Je ne sais pas si vous connaissez Flight Report. C'est un site où des gens vont prendre en photo et faire le récit de leur voyage en avion. Donc ce sont des passionnés de voyage en avion qui voyagent parfois pour rien. C'est-à-dire qu'ils vont faire un Paris-Brest, puis un Brest-Paris, juste pour faire un Paris-Brest et un Brest-Paris. Comme si vous preniez votre voiture, que vous fassiez un petit coup de périph' et que vous disiez « Allez hop, je rentre à la maison, c'était cool ». Sauf que pendant ce temps, vous prenez 150 photos hein, des voies. Alors eux, ils prennent le plateau repas, ils prennent le salon, etc. Et sur ce site, alors ce site me fascine parce qu'il permet de voir cette élite hypermobile que l'on ne voit pas dans les enquêtes. Alors les enquêtes INSEE sont géniales, hein, mais dans les enquêtes INSEE ne permettent pas de voir des micro-populations qui ont des pratiques à la fois atypiques mais importantes. Hein. Et en l'occurrence, si j'ai cette fascination pour Flight Report, c'est parce qu'on a des personnes qui, depuis qu'ils sont contributeurs dans le site, ont fait plus de 300, alors le site il existe depuis 8 ans, qui ont fait plus de 300 vols. Donc vous imaginez combien ils en font par an. Ça, c'est des gens, par exemple, que je n'ai pas du tout dans mon échantillon INSEE. Hein. Je ne peux pas les trouver. Donc mon prochain objectif de recherche, c'est d'enquêter auprès de cette population qui est quand même extrêmement importante aussi dans la conversion écologique des mobilités, même si vous pouvez imaginer qu'ils sont peut-être pas tout à fait propices à faire tout ça. Bref. Alors, en fait, l'idée, c'est que la banalisation dissimulerait une intensification de la mobilité des plus mobiles. C'est une thèse qui a été discutée par quelques collègues britanniques et suédois qui ont travaillé respectivement sur la Grande-Bretagne et la Suède. Alors, moi, je me suis amusé à faire un truc un peu comme Piketty, où j'ai pris... En plus, j'ai été sympa parce que j'ai pris uniquement les gens qui avaient fait au moins un voyage. Un voyage que ce soit en train, en avion ou en voiture. Voilà, vous faites plus de 80 km. Je les ai mis dans ma base de données, je les ai ordonnés et j'ai regardé, j'ai fait ce qu'on appelle des courbes de concentration. Là, ça veut dire que 10% de la population va parcourir environ 2% de la longue distance parcourue par tous les Français. En quelque sorte, on vous prend tous là, on vous dit combien vous avez fait de kilomètres en longue distance, et puis on va regarder quelle est la proportion que vous occupez à la fois en termes de distance et à la fois en termes d'individus, hein, en termes de part de la population. C'est assez classique en économie des inégalités. Là, on aurait une droite qui est la pure droite des QI-répartition. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde vole le nombre moyen de kilomètres dans l'année, tout comme chacun gagnerait le salaire moyen en France. Voilà, c'est vraiment... Et la courbe de Lorenz, cette courbe-là va indiquer la répartition vraie, hein, celle qui existe, et pas la répartition fictive. Et on va pouvoir comparer l'air sous la courbe entre différentes dates, entre différents pays. Voilà. Et c'est ce qui nous permet généralement de calculer ce qu'on appelle l'indice de Gini. L'indice de Gini, ça permet de calculer la concentration des revenus, du patrimoine dans un pays donné. Et moi, je l'ai fait, mais avec la longue distance. Voilà. Et en l'occurrence, là, on est en 81. Le Gini, il est à 0,50. Vous avez une idée de combien il est, le Gini, pour les revenus en France ? 0,3. Plus on est vers 0, plus on est égalitaire, plus on est vers 1, et plus il n'y a qu'une personne qui aurait tout. 0,50, c'est à peu près l'état de la Russie. C'est à peu près la Fédération de Russie. Là, on est en 93, on est à 0,65. Donc on passe de 0,51 à 0,65. C'est à peu de choses près l'état du Mexique. Et là, on passe en 2008, où on est à 0,69. On est à peu près au Brésil. Donc un pays extrêmement inégalitaire, où il nous suffit de 10% de la population pour faire 55% de la longue distance parcourue. Voilà, ce sont des chiffres qui nous permettent, à notre sens, même aller au-delà du seul transport aérien, parce que comme je vous l'ai dit, là j'inclus la longue distance parcourue en voiture et en avion. J'ai enlevé le bateau, parce que franchement il n'y en avait pas beaucoup. Mais si on mettait le bateau, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà. On a ce collègue-là, Kazé, dont je vous parlais, le suédois. Il fait quelque chose qui y ressemble. Alors, il appelle hypermobile les gens qui font 6 voyages et plus dans l'année. Il représente 3% des Suédois. Il représente 23% des vols internationaux, 19% de la distance totale parcourue
Et par jour, ça nous fait quelque chose c'est comme s'ils faisaient 55 km par jour de déplacements internationaux. Donc, un collègue britannique vient de faire quelque chose, il a exploité des données britanniques qui ressemblent fort à celles que j'ai étudiées, et il trouve des coefficients de Gini encore plus durs que les miens, c'est-à-dire encore plus brésiliens, si vous me permettez de le dire, parce que lui, il prend uniquement les voyages en avion. Il prend que les voyages en avion, et c'est encore plus concentré, ce qu'on peut tout à fait imaginer. Voilà, oui, c'est son travail. Vous voyez, je ne vous mentais pas, 0,751, où là encore, on a la droite d'équirépartition. Et puis au Royaume-Uni, il y a 60% des gens qui n'ont pas pris l'avion, comme vous vous rappelez, l'année précédente. Et puis voilà, il nous suffit de 8% des gens pour faire 40% de la distance totale parcourue en avion. Bref, alors pour conclure, il s'agit donc d'une forme de banalisation sans démocratisation, massification essentiellement portée par les voyages de loisirs, ce qui nous interroge aussi sur cet usage. Comment le réguler? Est-ce que c'est équitable socialement de le réguler? La concentration des voyages, elle s'amplifie, et c'est pas simplement le transport aérien qui est là, c'est aussi pour ça que tout à l'heure l'intervenante voulait nous dire que c'était systémique, cette croissance de la concentration, elle concerne même les autres modes. Donc, dans un langage de sociologue, il s'agit plus d'une démocratisation qu'on va dire ségrégative, avec un changement des pratiques et une intensification des pratiques de ceux qui pratiquaient déjà beaucoup, plutôt qu'une démocratisation quantitative avec une ouverture large. Voilà, alors certes, il y a des usages qui restent encore à approfondir, parce qu'en l'occurrence, mes données, comme vous l'avez vu, elles datent de 2007-2008 pour le cas français. Alors c'est des choses très structurelles, je pense que ça va varier au delta, mais je pense vraiment qu'on y est, et je pense que on se retrouvera plus dans le cas britannique, qui était assez récent, qu'autre chose. Alors, voilà, pour lancer la discussion, j'ai fait aussi quelques petits travaux sur le chemin de fer et l'aviation civile. Si vous voulez, on pourra discuter tout ça. Dans quelle mesure prendre le train, finalement, ça permettrait aussi d'aider à contrecarrer cette démocratisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis on va discuter. Cette population qui a cadre supérieur et qui a un budget de voyage beaucoup plus important. C'est ça. Merci. Alors, cibler cette population, c'est... Le micro. Cibler cette population, c'est toujours compliqué parce que c'est une population qui arrive à éviter les restrictions. Généralement, on peut essayer de contrecarrer une externalité, un problème, que tout le monde paye sans que les responsables en payent véritablement le coût. Il y a trois choses. Il y a la réglementation, il y a la fiscalité et il y a les permis d'émission. La fiscalité, pour ces cadres sup qui souvent se font payer leur voyage par leur entreprise, c'est pas tout à fait évident. C'est pas eux qui vont payer leur voyage finalement. Par ailleurs, c'est aussi des gens qui bénéficient beaucoup des miles. Sur 100 billets émis, il y en a 10 qui sont issus de programmes de fidélité quand même. Et c'est plutôt ces catégories-là qui en profitent. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'ils profitent même d'une mobilité moins coûteuse. Ensuite, on peut imaginer tout à fait d'autres formes avec la réglementation, où là, ce sera peut-être plus efficace. Merci beaucoup pour votre présentation, super intéressant. Je voulais vous poser une question sur ce qu'on appelle les AvGeeks, c'est-à-dire, vous parliez de Flight Report, tous ceux qui adorent prendre l'avion et qui ont aussi en général des statuts dans les programmes de voyageurs fréquents. Nous, on commence un peu à travailler sur cette question au sein de Transport Environnement et je voulais vous demander dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'ils peuvent jouer un rôle bénéfique après avoir joué un rôle moins bénéfique, on va dire. Qu'est-ce que vous leur diriez quand vous prenez un café avec quelqu'un qui a fait ses 300 reports, qui adore prendre des photos de plateau repas? Quel mot vous utiliseriez avec ce type de personne? Merci. Je comprends. Alors, quand je suis avec eux, il faut que je les fasse parler. Donc, en plus, je commence à maîtriser leur vocabulaire parce que je les lis. Et
et j'ai pas de point de vue normatif avec eux en réalité. Alors, comment les convaincre? Alors vraiment, en plus, si vous voulez, c'est souvent très protéiforme comme rapport à l'objet technique. Donc, ils adorent aussi prendre un TGV, ils adorent les voitures, ils adorent les grosses BMW qui vont les amener en classe business du terminal de l'aéroport au pied de l'avion. Donc, sincèrement, j'aurais du mal à les convaincre, en tout cas. Ouais. Oui, moi j'ai mon cousin qui est comme ça, je suis là devant vous, et il travaille chez KPMG en Inde, et chaque week-end, parce qu'il avait besoin de se détendre, il prenait l'avion, donc c'était Dubaï, Oman, donc vous imaginez le trajet, ou sinon l'Australie, parce que bon, il pouvait le faire, mais pour 3-4 jours, hein, je vous parle d'un week-end. Et donc clairement, c'est très compliqué pour nous de dire ça, parce que ça veut dire en fait qu'il a beaucoup d'argent. Et en fait, on a tous un peu envie de pouvoir faire ça. Donc du coup, c'est vraiment aller contre nous-mêmes déjà. Donc déjà, je pense que peut-être le premier truc, c'est déjà de ne plus avoir envie de faire ça de soi-même. Et du coup, on sera peut-être plus naturel à lui dire, mais ça perd du sens de faire ce genre de choses, quoi. Peut-être. Enfin, c'est mon hypothèse. Je vais le voir demain matin au brunch, donc je vais essayer. Hein. Voilà. À Paris. À Paris, j'imagine. Oui, parce qu'il est venu d'Inde et sa copine le rejoint de Londres. Et donc, il passe le week-end à Paris. Et voilà, c'est très, très... Mais il adore marcher. Il adore Paris la nuit, marcher, etc. Mais vous voyez, c'est un autre monde. Alors, pour rebondir sur la remarque, Laurent Castagnette, qui était à une table ronde la semaine dernière, proposait un point réglementaire qui serait intéressant, c'est d'interdire les vols qui ont moins de 6 jours de décalage, c'est-à-dire voyager au moins pour 6 jours. Voilà. Voyager au moins pour une semaine. En fait, le lobby de l'hôtellerie serait très content, parce qu'en fait, quand les gens partent 2 ou 3 jours, ils partent tous en même temps. Hein, ils partent du vendredi au dimanche, et ça ne fait pas vraiment remplir tous les hôtels. Bon, on aurait au moins un acteur avec la réglementation, donc pourquoi pas. Ensuite, je comprends aussi le cousin, c'est ça? Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a travaillé avec des collègues sur une enquête qui mêle des éléments de sensibilité environnementale. On va demander aux gens, on va essayer de faire une échelle de sensibilité environnementale, et on leur demande aussi leurs pratiques de consommation. Rarement les enquêtes permettent de faire ça, et donc on a pu l'articuler. Et en fait, on trouve des choses qui sont terribles, c'est que beaucoup de personnes très pro-environnementales prennent aussi l'avion. Alors les résultats sont encore plus forts pour la voiture, où vous avez des effets qui sont un petit peu surprenants. Il y a des modes de vie où parfois on vit la dissonance, quoi. On aimerait parfois un peu faire autrement. Alors cette idée de limiter la durée des séjours peut être une possibilité. Ça évite 3-4 jours. C'est pas totalement totalitaire parce qu'on peut quand même voyager. Et puis, alors, Laurent Castagnette proposait aussi, au bout de 600 km, limiter les vols à 600 km. Ce qui fait qu'on oblige une correspondance, et les correspondances, ça prend du temps, de telle sorte qu'on ne reste pas 2 jours sur place, quoi. Ou pas 4 jours, on en reste 8 jours. Pourquoi pas? C'est moi qui ai le micro, donc je suppose que c'est à moi de parler. Bonjour à tous. Merci Johan pour ce passionnant tableau, plein de chiffres et plein de données, c'était super. Moi j'ai 2 questions. Alors la première, c'est ces 40 dernières années, le produit low cost est apparu. Est-ce que, à vos yeux, c'est le fruit de l'ouverture à la concurrence, en particulier en Europe? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, le low cost est apparu, il est désormais dans notre société, on en consomme tous, pas que du transport aérien, mais donc du low cost aérien. Donc on a des avions low cost, avec des sièges low cost, des hôtesses de l'air low cost, des aéroports low cost, qui sont loin, qui sont perdus, etc. Ce sont des facteurs un peu désobligeants. Enfin, moi, ça ne me plaît pas beaucoup de prendre du low cost. Et, alors, j'ai oublié de me présenter, je suis consultant indépendant et je travaille en particulier sur l'appétence de la population française pour le retour vers le train de nuit. Et du coup, je voudrais ouvrir un peu ce deuxième débat, cette deuxième question sur ces facteurs low cost qui déplaisent, comment les travailler et rendre le produit train de nuit en miroir acceptable, ne pas reconstituer le train de nuit low cost. La deuxième question est un peu en marge par rapport à votre
propos, je crois. Voilà, donc 2 questions peut-être un peu copieuses, pardonnez-moi. Merci de votre attention. Merci à vous. Je vais essayer de répondre rapidement pour laisser la place à d'autres questions que j'ai vu poindre. Alors, oui, le secteur low cost, je pense qu'il y a 2 facteurs. Enfin, moi, j'aime bien regarder les choses du point de vue de la demande. Souvent, on pense aux offreurs. Il faut aussi aller regarder du côté de la demande. Il y a effectivement la libéralisation qui permet l'émergence de nouveaux acteurs. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'on a une clientèle de loisirs qui va dans les low cost, essentiellement la clientèle de loisirs pour l'instant. Et c'est une... Alors, vous mettez des cadres sub du cadre sub du privé dans à Beauvais, je pense que ça passe pas vraiment, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour le loisir, c'est aussi grâce à la demande de loisirs que ces compagnies, et ça se voit quand on regarde les programmations de vol, c'est des destinations loisirs, quoi, pour le dire vite. Alors, sur le train, effectivement, ce serait chouette qu'on ait tel moyen. Moi, ma seule petite rouille, c'est celle-là, c'est que finalement, quand on regarde les dernières années, là c'est le taux de recours au transport aérien sur pas tout à fait le même champ. Là c'est le train, en 1974 et en 2008. On a un Français sur 5 qui a pris le train, attention, à longue distance, plus de 100 km, plus de 100 ou plus de 80, je sais plus. Bon, peu importe, enfin 20 km près, on y est. Donc c'est que les Français prennent de moins en moins le train. C'est terrible, mais c'est comme ça. De longue distance. J'oublie toutes les... Parce qu'en fait, c'est Paris qui est pourvoyeuse, et sa banlieue qui est pourvoyeuse de passagers en train, mais c'est pas tout à fait les mêmes passagers, pour le dire vite. Et moi, ma petite trouille, c'est que les trains, ils ressemblent de plus en plus à des avions. Un TGV, c'est un avion. Quand on fait Paris-Toulouse, je lisais dans LinkedIn, quelqu'un, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, qui se félicitait, il dit « Ah, je suis fier, maintenant je fais mon Toulouse-Paris en train, un patron d'une boîte de 40 personnes qui allait vite dans son hôtel à Montparnasse. » Et en fait, le TGV, c'est comme un avion. Ça file. Sauf que ça file pas dans l'air, ça file sur le sol, ça visite 2 villes, 3 villes parfois, et parfois aucune. Un Paris-Lyon, c'est un Paris-Lyon, quoi. C'est comme un avion, avec des billets qui sont chers, des billets où il y a des méthodes de pricing qui sont les mêmes que dans l'aérien. Et donc, au final, on trouve des gens qui ressemblent aux passagers aériens dans les trains. Voilà. Et alors, si ces trains nous permettent de nuit, nous permettent de trouver d'autres clientèles, tant mieux. Mais structurellement... On a plutôt des passagers de train, enfin de TGV, et même de longue distance, qui ressemblent de plus en plus à des passagers d'avion, quoi. Ok, donc on va faire le monsieur, ensuite il y avait vous, et ok, bon, très bien. Bonjour. C'est dans votre intitulé, vous indiquez donc vous vous occupiez aussi du low cost. Par contre, on ne voit pas réellement l'impact du low cost. Et j'aurais voulu savoir si vous allez faire une étude complémentaire pour y montrer l'impact du low cost, du transfert entre le régulier et vers le low cost, par rapport à la même population. Ouais, merci. Non, j'ai pas les données, parce qu'en fait, c'est des enquêtes INSEE, et l'enquête INSEE ne donne absolument pas les compagnies aériennes. On connaît les destinations, on connaît des choses comme ça, mais rien de plus. Donc, dans mes données actuellement, j'ai rien de... Peut-être que si j'obtenais les fameuses données de la Direction générale de l'aviation civile, on pourrait faire quelque chose. Mais ça fait quand même quelques années que j'y suis et je commence à avoir des doutes. Mais alors, c'est des très belles données. Mais si vous m'avez suivi, c'est des données qui sont que sur la composition. C'est des gens qui ont pris l'avion. Mais c'est déjà pas mal. Et là, on a les classes d'embarquement. Alors, il y a un truc très amusant. C'est dans ces données, ils ont repéré des dissonances, parce que les gens, parfois, ils disent qu'ils voyagent en classe affaires alors qu'ils sont en éco. Et c'est assez amusant parce que comme les enquêteurs ont le billet d'avion aussi devant eux, bref, donc j'aimerais bien voir qui sont le profil de dissonants là. Bref. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez bien spécifié la différence entre voyage et voyageur. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce que représenterait en voyageur les 20 milliards de voyages ? Alors, merci, c'est une très belle question. Et c'est une très belle question. Alors, je me souviens d'un article du Figaro qui titrait quelque chose comme tous les terriens ont pris l'avion parce qu'il y avait 6 milliards de passagers aériens. Bon, ça aurait pu être Libé. Je l'aurais pas dit. Si aussi, d'ailleurs.
On ne le sait pas, parce qu'en fait, il faut suivre. Il faut suivre les individus pour le dire. Et en fait, il faudrait une distribution. Il faudrait une distribution très précise. Combien de personnes ont fait 20 voyages, 19 voyages, 18 voyages, etc. On ne l'a pas. Voilà. Non, j'ai aucune idée. Aucune idée. Oui, pardon. Oui, je demandais si vous vous étiez penché sur le mouvement Fluxtakam, qui signifie donc en suédois la honte de l'avion. J'ai été frappée tout à l'heure parce qu'on vous avait montré un tableau où on voyait que la Suède était le premier pays en termes de recours à l'avion. Et du coup, ce mouvement, qui est, je crois, parti de là-bas, c'est peut-être qu'il y a une prise de conscience. Et voilà, est-ce que vous vous êtes penché sur ce... Alors pas encore, mais j'ai des collègues qui s'y penchent. J'avais expertisé un article pour une revue qui s'appelle Lien social et politique, qui avait fait des entretiens avec des gens sur le Flixcam. Alors, je pense que effectivement ça peut bouger, mais en Suède, c'est du delta. Et puis vous voyez, justement, c'était rigolo que ce tel quel suédois, là, un des derniers. En fait, le Flixcam, il va certainement faire diminuer ça, hein, ceux qui voyagent une ou deux fois. Mais ceux-là, beaucoup moins. Bon, puis il y a quand même une tendance haussière qui est forte. Bon, qui sait. Mais après, je suis parfois un peu pessimiste, mais qui sait. Bonjour, c'est une question peut-être qui va être sur peut-être les solutions. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact ou les bénéfices qu'on aurait pu avoir en ayant recours sur les modes de transport un peu plus écologiques et alternatifs. Donc voir justement ce qu'on aurait pu récupérer. Et je sais que ça passe par l'invention de nouveaux récits, le fait même de se déplacer moins. Mais est-ce que si on privilégiait d'autres modes de transport, est-ce qu'il y a eu des études sur ce qu'on aurait pu récupérer en termes de ce qu'on aurait pu rattraper? Merci. Je comprends. Je vous en prie. Merci pour la question. Alors, là où ce qui est un peu effrayant, alors vous avez une partie des sociologues qui sont un petit peu tout est nouveau, tout va changer tout le temps. Moi, je suis plutôt dans le style il y a des structures fortes et on a du mal à les bouger rapidement. Mais en tout cas, une structure longue, c'est la hausse du voyage de longue distance. Depuis qu'on la mesure, cette somme-là de distance, de longue distance, hein, les voyages en longue distance, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Et en fait, peut-être plutôt que de changer de type de mode, il faut vraiment, à mon avis, la limitation passera plutôt par limiter le nombre de voyages que par changer de mode de transport. Qui, en passant, hein, la longue distance, elle est très fortement automobile aussi. Hein. Les gens, quand ils voyagent à plus de 80 km, ils prennent la voiture. Hein. Ça bouge pas. Enfin, j'ai envie de dire, ça bouge pas. C'est pas tant que ça bouge pas, mais ça augmente de plus en plus même. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai deux petites questions, justement. Dans cette modélisation, moi, ce que j'ai vu, parce qu'on se croise sur pas mal de travaux, c'est la problématique de la distance par rapport à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple, le classique, hein, Paris avec la région parisienne. Qu'est-ce qui se passe? On a effectivement beaucoup de cadres, donc ils sont surreprésentés. On a au moins 30% à Paris. Et on a effectivement cette concentration d'aéroports en région parisienne. Donc, la probabilité que tu aies effectivement des gens qui prennent l'avion et qui soient cadres est élevée. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Il y a des travaux qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps que ça, qui montraient que des cadres supérieurs qui allaient déménager en province, qui étaient éloignés des aéroports, il y avait un effondrement de l'utilisation de l'avion. Donc il y a déjà, dans la modélisation de qui prend l'avion, et on a ces mêmes graphiques justement par rapport à la distance de l'aéroport. On voit ce magnifique graphique, on voit la tendance significative où c'est 77%, je crois, de la prise d'avion se fait parce qu'on est à moins d'une heure de l'aéroport. Et plus on s'éloigne de l'aéroport, voilà. Et donc là, quelle que soit la CSP, c'est là où on temporise. Ça, c'est le premier élément. Et c'est là qu'il faudrait qu'on puisse approfondir là-dessus. Jeudi prochain, il y a une super réunion à DGAC. J'essaierai d'avoir les datas. Qu'on puisse enfin les exploiter parce que c'est hyper intéressant. Et le deuxième point, c'est les travaux de Dagneau. Les Dagneau sont nos derniers jours, très intéressants parce qu'elles montrent très bien justement que t'as beau être bac+5,
si justement tu es en province, eh ben, tu prendras moins l'avion parce que justement tu es à Paris et c'est une question d'image sociale qui renforce, et c'est le côté sociologique, le fait que on est plus à un endroit, on a plus envie de montrer socialement qu'on le prend. Alors qu'à d'autres endroits, on a même plus qualifié, on ne prendra pas. Donc comment on peut arriver à réussir enfin à intégrer pour justement optimiser les datas parce que je reprends justement ce que tu as fait, hein, c'est ça. On voit par exemple les ouvriers, moi j'ai refait le calcul, ils ont augmenté moi j'ai calculé, c'est 1600% entre 1974 et 2008. On a justement, voilà, c'est ça, les 0,6 à 7,80. On a une explosion des agriculteurs, sauf que ce qu'on vient d'intégrer dans les calculs, c'est la diminution du nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'en 1974, on avait 30% de la population qui était agricultrice et agriculteurs, sauf qu'elle s'est effondrée en 2008 déjà. Donc on a moins d'agriculteurs et qui prennent plus l'avion. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là qui feront que après les résultats nous donnent des choses très différentes. C'est-à-dire, voilà, on est plus loin de l'aéroport, donc même si on est cadre sup, on prendra le moins l'avion. On est agriculteur, mais effectivement, il y en a de moins en moins, mais ils prennent de plus en plus l'avion. Donc, ce qu'il faudrait qu'on arrive vraiment, c'est à donner ces datas-là, parce on fait la même chose, mais qu'on réussisse à cadrer ça, parce que ça donne une photo, mais justement avec une impression que j'estime incomplète. Je reprends justement les chiffres, là. On dit, voilà, 31% des 15-29 ans prennent l'avion. Mais c'est déjà très important, c'est-à-dire qu'on a quasiment un tiers de cette tranche d'âge-là qui a pris l'avion. Et j'en reviens à post-2008, les datas, je pense que si on aura une transformation sur le low cost, parce que justement, toute cette catégorie de population qui hésitait encore avant de le prendre, vu qu'on a vraiment ces tarifs-là, je reprends les aéroports, parce que souvent je les ai étudiés, tu as Metz, Saint-Étienne qui est d'ailleurs arrêté, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? La très grande majorité, par exemple Saint-Étienne, c'était 80% de CSP- qui prenaient l'avion, parce que c'était du low cost. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et on a plein de data comme ça, mais justement, il faudrait qu'on puisse réussir à les combiner pour vraiment actualiser ça, parce que ça, c'est intéressant. Mais à chaque fois, on a une partie d'information qui, justement, au final, ne donne pas le total. Et le petit dernier, c'était quoi? Ah oui, pour être Gosling, on pourra en reparler, parce que justement, il a pris les travaux que je voulais qu'on rectifie sur qu'est-ce qui fait qu'on prend l'avion. Il a pris, tu vas voir, les Airlines for America pour les datas, sauf que les datas qui sont prises, c'est pour uniquement les adultes particuliers qui prennent l'avion. Sauf que, c'est ce qu'on a vu, on a une très grande partie de la population, des professionnels qui prennent l'avion. Ce qu'il faudrait, c'est enlever la population professionnelle de qui prend vraiment l'avion par CSP. C'est tous ces travaux vraiment qu'on fasse. Pour ça, il y a plein de choses à faire sur qu'on puisse vraiment actualiser qui vraiment prend l'avion, et justement avec les dernières datas qui font que suivant la distance, tous ces facteurs-là changeront, je pense, quand même beaucoup les résultats, quoi. Ils sont intéressants, mais on indique bien, voilà, il y a moins d'agriculteurs, on est plus loin d'aéroports, qui déformeraient quand même pas mal, je pense, le résultat. Et je prends juste un petit exemple pour finir. Les dernières datas, justement, en Inde, on a vu en Inde, il y a 10-15 ans, on n'avait pas beaucoup de passagers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une explosion des compagnies aériennes low cost. On a plein de nos amis indiens qui prennent l'avion. Et pourtant, ils ne gagnent pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est juste le petit truc, les travaux actuels. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a effectivement un effet lieu. Hein. Même si on contrôle d'autres variables, il y a vraiment un effet lieu en Île-de-France où le seul fait d'habiter en Île-de-France, même à niveau de revenu, niveau de diplôme comparable, nationalité, etc., âge, il y a un surcroît qu'on a encore du mal à expliquer. La DGAC, d'ailleurs, était très intéressée par ce phénomène. Alors, une solution, finalement, ce serait de mettre qu'un seul aéroport en France, arrêter les aéroports secondaires, et puis en mettre un à Clermont-Ferrand. Hein, pourquoi pas? Ah, politiquement, c'est un peu plus compliqué. Et alors, sur les low cost, je suis un peu sceptique, parce que, alors, je pense que ça a bougé les choses, mais pas tant que ça. Essentiellement parce que le prix du billet, c'est des prix d'appel que les prix du low cost, et ces prix d'appel, ils reflètent rarement ce qu'on paye réellement. Et d'autre part, c'est que le prix du billet, finalement, il devient un peu minoritaire
dans le coût total des séjours. Hein, ce qui coûte cher dans un séjour, c'est pas nécessairement que l'avion, d'autant plus que nous, on a souvent l'idée du billet d'avion outre-Atlantique ou longue distance, du long courrier, pardon, ce qui est faux. Hein, la plupart du temps, on voyage plutôt sur du court, du moyen courrier. Ok, on va prendre une dernière question avec madame et après on aura 5 minutes de pause et ce sera à la prochaine table ronde. Bonjour, je m'appelle Séverine. Alors, au départ, je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à l'étude qui est extraordinaire, hein, ça c'est sûr, mais on parle de taux d'accès, etc. Effectivement, les taux d'accès en fonction de l'âge, en fonction des catégories socio-professionnelles augmentent. C'est indéniable, surtout au cours du temps, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais juste très brièvement donner un exemple personnel. Je travaille en international, donc j'ai fait partie de ces gens qui ont utilisé énormément l'avion. Et c'est un fait que depuis, je dirais, 5-6 ans, je me suis dit, je vais changer ma façon de faire. Et en Europe, en tous les cas, je vais voyager, non pas avec l'avion, mais avec un autre mode de transport. Ben, qu'est-ce que j'ai? Rien. Je n'ai rien du tout. Alors, votre figure, je crois que c'est la 17, hein, si je me souviens bien, si je l'ai bien numérosée, dit qu'on a un taux de recours au chemin de fer, à l'avion et à la voiture. Évidemment, il augmente au cours de l'année. Il n'y a rien en face. J'ai voulu aller à un congrès à Berlin, grande ville, c'est infaisable. Ou alors je mets une journée de trajet avec 6 changements. Donc je pense que c'est un peu ça. La deuxième chose que je voudrais vous demander de remarquer aussi, c'est qu'en fait les propositions alternatives sont très morcelées. Donc effectivement, et nous on l'a vu ce matin, pour venir d'Alsace à Paris, on a pris 3 trains. D'accord ? Bon, voilà. Donc les premiers segments, ils n'étaient pas beaucoup plus que 100 km. Hein. Après, oui, mais sinon, non. Donc, dans votre enquête, de facto, on est en dessous. Donc, voilà, juste pour vous dire. Et ma question maintenant, et après cette remarque, ma question est, est-ce qu'il est envisagé maintenant de faire un comparatif? C'est-à-dire que pour des liaisons, je prends Paris-Berlin éventuellement, ou une autre ville, ou Strasbourg-Berlin, est-ce que vous avez des comparatifs, en fait, avion versus train, par exemple, ou autre chose? Enfin bon, train, puisque c'est de là dont on parle. Parce que je trouve que c'est bien de dire la demande n'est pas là, etc. Mais si l'offre, elle n'y est pas, la demande, elle a beau être là, l'offre, on ne l'a pas en face. Hein, il faut être clair là-dessus. Donc les trains de nuit, c'est sûr qu'on les attend avec grande impatience. Et la dernière chose que je voudrais faire, à nouveau en termes de remarques, je travaille dans un grand groupe, donc en international, etc. Les politiques internes, au niveau de voyage, business, j'entends, c'est plus d'avion. C'est vraiment, ça devient quelque chose qui est plus qu'insufflé. On en est à une étape un peu plus loin. Et je dirais, nous, on est à 5 minutes d'un aéroport. Hein, donc, le mindset, il change vraiment beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez des comparatifs ou pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, ces comparatifs existent. On peut trouver des bases de données qui relient ville à ville, hein, qu'en Europe, par exemple, selon différents moyens de transport. Ce qui est difficile, c'est de les avoir historiquement. Voilà, et de les collationner. On ne l'a pas fait non plus parce que ces données-là, elles ont l'air impressionnantes. C'est des données avec des dizaines de milliers de lignes. Mais quand on regarde la variété des destinations, en fait, on n'aurait pas des statistiques qui soient très représentatives. Donc il faut aller regarder de l'autre côté de l'enquête, et l'enquête de la DGAC en fait partie, qui collationne, je crois qu'ils ont quelque chose comme 60 000 réponses par enquête, par an. Là, on pourrait faire des choses plus intéressantes avec les alternatives.